Et pour ce Zoom, je reçois Xavier Moreau. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste des pays de l'Est et vous êtes pour Paris pendant quelques jours. Et c'est pour nous l'occasion d'évoquer les dernières déclarations du président Poutine. Alors, il faut dire qu'en ouverture du G20, c'était le 29 juin dernier à Osaka au Japon, le président russe a volé la vedette aux autres chefs d'État avec un entretien au vitriol accordé au Financial Times. C'était juste l'avant-veille. Et dans cet entretien, on retient une phrase alors qui est particulièrement détonnante, je la cite, « Les idées libérales sont devenues obsolètes car elles sont entrées en conflit avec les intérêts de l'écrasante majorité de la population ». On croirait un gilet jaune. Est-ce que le président Poutine proclame la mort de la pensée libérale ? Alors déjà, je pense qu'il faut bien faire la séparation entre le libéralisme économique, ce qui est la politique économique suivie par la Russie depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, et le libéralisme au sens américain ou russe, puisque les Russes disent libéralne, et si vous voulez traduire ça en français, ça veut dire gauchiste. En fait, c'est péjoratif. Et ce à quoi il fait allusion, c'est à la politique migratoire et à la politique homosexualiste, essentiellement des puissances occidentales. Et alors, en ce qui concerne la politique migratoire, c'est d'ailleurs pas la première fois qu'il le dit. C'était ces invasions non contrôlées de populations qui viennent, et notamment ça aussi il l'avait déjà dit, suite aux guerres déclenchées par les Occidentaux, que ce soit contre la Libye ou que ce soit contre la Syrie. Dans le deuxième volet, sur l'aspect, ce que je dirais l'homosexualisme ou le biais LGBT, là, c'est également des choses qu'il a déjà dit. Je me souviens même qu'il y a quelques années, je crois que c'était dans le cadre des rencontres du club Valdaï, il avait parlé des puissances occidentales qui s'orientaient vers Satan. Il avait nommé de manière eschatologique le mal, d'où venait justement le fait que tout soit complètement inversé, que les valeurs soient inversées, et il avait accusé l'Occident de ça, et en disant que lui, en tant que président russe, ne laisserait pas ce mal envahir et contaminer sa population. Alors on va revenir sur ces deux aspects. Le quotidien Le Monde s'étrangle, c'est toujours une très bonne nouvelle, mais néanmoins du fait que le président russe étaye effectivement cette dénonciation du progressisme, on va dire, occidentale par la gestion calamiteuse des migrants. Et le président russe dit des migrants qui peuvent tuer, piller et violer en toute impunité. Et à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension du président russe de l'état d'esprit occidental ? Moi, je pense qu'au contraire, il y a une bonne connaissance. Moi, j'avais vu ça notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet, mais au moment de la campagne présidentielle française, autant les médias russes se fourvoyaient, imaginant que Marine Le Pen avait une chance de gagner. Marine Le Pen pouvait faire un bon score, mais elle n'a jamais été possible qu'elle gagnât. Et ça, en fait, les élites russes le savaient. Les élites de l'administration présidentielle avec lesquelles j'ai pu discuter le savaient. Alors que la presse disait le contraire. De la manière que la presse ne croyait pas à Trump en tant que vainqueur, alors que si vous parliez aux gens des affaires étrangères, eux, il y en avait qui avaient parfaitement analysé que Trump avait une bonne chance de l'emporter. Donc je pense que Vladimir Poutine sait parfaitement ce qui se passe en Europe. Il sait très bien qu'effectivement, les migrants peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, et que souvent, on l'a vu récemment dans le domaine judiciaire, ils sont innocentés parce que, en tout cas pas reconnus coupables, parce que c'est pas dans leurs habitudes, c'est pas dans leurs coutumes, etc. On leur pardonne énormément, et il vaut mieux être un migrant violeur qu'un gilet jaune manifestant, si vous me permettez ce parallèle. Et je pense qu'au contraire, Vladimir Poutine, encore une fois, sait parfaitement ce qui se passe. Quand il dit ça, il pense essentiellement à la France et à l'Allemagne. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas, à travers ces propos, l'idée de viser l'Allemagne de Merkel et subsidiairement d'ailleurs la France de Macron dans leur politique d'accueil inconditionnel des étrangers et des migrants? C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le modèle, en fait, je dirais même le modèle français depuis Giscard, le regroupement familial. C'est le modèle français d'assimilation qui ne fonctionne pas. Et c'est d'autant plus intéressant que la Russie, elle, est également un pays multiethnique. Mais comme je le disais souvent pour paraphraser le général de Gaulle, la Russie est un peu... Tout le monde est parfaitement d'accord que la Russie, en Russie, la population russe, d'où qu'elle vienne, est parfaitement d'accord que la Russie est un pays de race blanche, de culture gréco-byzantine et de religion orthodoxe. Ça pose de problème à personne. Et ça vous donne, croyez-moi,
plus c'est un territoire immense, bien plus de capacité d'organiser, je dirais, le vivre ensemble avec des populations qui, de toute manière, sont encore largement minoritaires et le resteront. L'immigration à Moscou, c'est une réalité aussi. C'est une réalité, mais c'est pas du tout comparable à ce qu'on voit à Paris. Déjà, il faut savoir que la plupart du temps, quand vous avez des non-russes, je dirais au sens ethnique ou racial du terme, ce sont des gens qui sont quand même bien intégrés en Russie. Quand vous avez des Tchétchènes, déjà, ils ont la Tchétchénie. Ils ne sont pas des déracinés. C'est pas des Maliens ou des Algériens qui débarquent, qui ne savent plus, si jamais ça se passe mal, où est-ce qu'ils vont? Ils ont nulle part où aller, à part retraverser la Méditerranée. En Russie, le Tchétchène, il est entre la Tchétchénie et Moscou, et ça pose pas de problème. Et encore une fois, surtout, il ne remet pas en cause le fait que la Russie est un pays de race blanche, de culture gréco-byzantine et de religion orthodoxe. Ça fait partie, je dirais, de cet accord non prononcé et qui fait que ça fonctionne. Et que d'ailleurs, vous avez eu quelqu'un comme Ramzan Kadyrov qui avait dit qu'il était fier d'être citoyen d'un pays orthodoxe. Parce que les Russes n'hésitent pas à affirmer leur identité et même leur foi dans ce cadre-là. Et si vous avez des migrations, c'est des migrations d'Asie centrale, mais qui ne reçoivent pas la citoyenneté par la poste. Je peux vous dire, moi qui suis devenu citoyen russe, c'est compliqué, c'est pas facile. Et c'est déjà compliqué pour moi, alors pour un Tadjik ou pour un immigré ouzbek, c'est encore plus compliqué, surtout s'il travaille de manière irrégulière, c'est même quasiment impossible. Et on l'a bien vu d'ailleurs au moment de la dévaluation du rouble en 2013-2014, ça a provoqué un départ des migrants. Parce qu'en fait, en rouble, ils gagnaient plus assez d'argent pour à la fois vivre ici et faire vivre leur famille et rester au Tadjikistan ou ailleurs. Donc l'immigration n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de distribution de la citoyenneté à n'importe qui et que les Russes considèrent que c'est un grand honneur de recevoir la citoyenneté russe. Voilà. En France, on considère que c'est quasiment indu et qu'en plus, c'est les Français dits de souche, mais on pourrait dire les Français blancs parce que c'est la même chose, qui non seulement donc ils sont obligés de donner la citoyenneté à n'importe quelle minorité, et en plus ils doivent continuer à payer parce qu'ils sont coupables d'un crime. Voilà. Alors, dans la dénonciation du progressisme occidental, il y a aussi, vous l'avez évoqué à l'instant, la mise à l'index du libéralisme libertaire. Et Vladimir Poutine met en cause les revendications homosexualistes qui, d'après lui, submergent les nations occidentales. Mais est-ce que c'est quand même le meilleur moyen de mettre un terme aux accusations qui sont portées contre le régime russe, de persécution contre les homosexuels en Russie? Les gay pride sont interdites, et plus fortement encore, bien évidemment, en Tchétchénie. Alors moi, je vais vous dire la réponse qu'avait fait Vladimir Poutine, qui est celle que j'aurais faite. Les homosexuels en Russie ont les mêmes droits que les autres, que les hétérosexuels. Ils ont le droit de se marier, à condition que ce soit avec une personne de l'autre sexe. Donc il n'y a pas de discrimination. Et de toute manière, j'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche, d'un côté ou de l'autre. On ne demande jamais à une personne si elle est homosexuelle ou pas. Tout le monde s'en moque. Vous pouvez être homosexuel en Russie, si vous ne le criez pas sur les toits, si vous ne vous baladez pas en slip, comme en France au moment de la Gay Pride, normalement, d'ailleurs, personne ne vous le demandera et tout le monde s'en moque. Même quand quelqu'un... On ne peut pas manifester pour des revendications qui soient des revendications LGBT, comme on dit en France. C'est ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... de ne pas pouvoir manifester, c'est un fait de ne pas pouvoir manifester. Non, mais vous pouvez manifester vos revendications, mais pas devant les enfants. Les lois qui protègent les mineurs en Russie, c'est les mineurs, c'est-à-dire que tout ce qui est propagande homosexuelle vis-à-vis des mineurs est interdit. Donc ça suppose que vous pouvez pas le faire dans la rue. Qui a été prise par Vladimir Poutine. Qui a été prise par Vladimir Poutine il y a déjà une dizaine d'années. Et si vous voulez, l'idée en fait, c'est ce qu'a répondu Poutine à Elton John, puisqu'après son article sur le libéralisme, il y a eu encore quelques échanges. Il a dit: vous faites ce que vous voulez, mais vous touchez pas aux enfants. Voilà, et Dieu vous donne la santé. Mais alors, est-ce que, je poursuis là-dessus, pour que ce soit bien clair, ce n'est pas commettre une erreur politique que de refuser les évolutions sociétales des sociétés occidentales? Vous parliez d'Elton John, il a été très en phase, on l'a vu avec Emmanuel Macron, et il a écrit un courrier très cinglant à Vladimir Poutine pour dénoncer le fait qu'il y ait une censure, des coupures, des scènes gays dans le film qui retrace sa vie, qui s'appelle Rocketman, je crois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, cela? Est-ce que c'est digne d'une grande nation moderne? Oui, après on peut s'interroger sur qu'est-ce que la modernité. Mais encore une fois, il faut comprendre l'esprit de la loi russe.
Je crois qu'il y avait un sociologue spécialiste de l'adolescence qui disait « l'adolescent passe par tous les stades de la folie ». Et donc c'est ce que considèrent les Russes. Les Russes considèrent que au moment de l'adolescence, les enfants ne sont pas stables et que moins on les exposera à des tentations homosexuelles ou homosexualistes, enfin, appelez ça comme vous voulez, moins il y aura de chance ou de malchance qu'ils le deviennent. Donc voilà, le but est de proposer et de protéger les enfants d'un exemple homosexuel. Voilà, c'est l'esprit de la loi. Et si vous voulez poser la question du point de vue démocratique, 95% des Russes sont d'accord avec cette loi et 5% pensent qu'elle ne va pas assez loin. Donc, en plus, il faut revenir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de référendum sur la manif pour tous? Pourquoi est-ce qu'à l'époque de la loi Veil sur l'avortement, il n'y a pas eu de référendum non plus? Parce qu'à l'époque, la société aurait voté contre. Donc, dire que c'est démocratique, donc ces avancées démocratiques, elles ne sont pas démocratiques. En France, elles sont systématiquement passées en force contre l'avis de la majorité de la population. En Russie, c'est différent. On demande l'avis aux gens. La loi contre la propagande homosexuelle, elle a d'abord été testée à Saint-Pétersbourg. C'était un ami, le député Milonov, qui l'a testé, et ça a donné toute satisfaction. Et les gens sont contents. Les gens ne veulent pas voir, non seulement, je dirais, de modèles homosexuels pour les jeunes dans les médias ou dans la rue, mais même pas de la pornographie. Vous vous promenez à Moscou, il y a des kiosques, journaux, etc. Vous n'avez jamais de pornographie. L'idée, l'esprit de la loi russe, encore une fois, c'est de protéger les enfants de choses qui pourraient les déstabiliser, spécialement dans ce moment particulier qu'est l'adolescence. Alors, sans transition, Emmanuel Macron et Donald Tusk, je sais jamais, ont répondu au président russe sur cette interview du Financial Times par une défense assez ébouriffée, d'ailleurs, il faut bien le dire, de la démocratie libérale. Mais il est vrai aussi que le reproche légitime que l'on peut faire au président russe, c'est qu'il ne propose pas de modèle alternatif. Le Monde qualifie Vladimir Poutine de illibéral, mais derrière cet illibéralisme, il n'y a pas grand-chose. Vladimir Poutine, justement, a dit. Alors ça, c'est plutôt de manière en politique intérieure. Il a abordé quelquefois ce sujet. La première chose qu'il a dit, c'était tout au début de son règne. On peut parler de règne, je pense. C'était de dire j'espère que ni le peuple russe ni les élites russes n'auront plus jamais de volonté messianique. Parce qu'il a vu ce que ça a coûté, non seulement à l'époque soviétique, mais également même à l'époque impériale. Et donc déjà, il n'y a pas forcément une volonté des Russes d'exporter leur modèle. Mais le modèle que Poutine propose aux Russes, il l'a dit clairement. Il a dit la seule idéologie, c'est le patriotisme. Et il n'y a pas longtemps, il a également parlé du nationalisme, mais qui soit un nationalisme ouvert et pas le nationalisme des cavernes, pour citer les termes qu'il a dit. Donc, je pense que l'idéologie, ou plutôt je préfère la doctrine de l'État russe, enfin de la nation russe telle que le voit Vladimir Poutine, eh bien, c'est le conservatisme, c'est-à-dire revenir, conserver la tradition, mais en même temps en l'adaptant à cette fameuse modernité, mais qui vaudrait un débat de plusieurs heures pour pouvoir la définir, eh bien de l'adapter dans la politique actuelle. Et c'est-à-dire, eh bien, c'est l'éloge de la nation, c'est retrouver dans notre passé ce qui a fait notre grandeur, essayer de ne pas répéter les erreurs qu'on a faites. Enfin, c'est du conservatisme. Donc, c'est se fonder sur les valeurs russes traditionnelles, c'est-à-dire l'orthodoxie, et puis les valeurs militaires, puisque la Russie est une grande nation militaire, et créer cette espèce d'État harmonieux qui a toujours été un peu le rêve russe depuis Yaroslav le Sage. Alors sur le plan international, cette fois-ci, il y a quand même le bras de fer qui oppose les États-Unis à Téhéran, sur le dossier du nucléaire iranien, bien sûr. Alors Donald Trump là, semble désormais se tourner, c'est assez récent, vers Vladimir Poutine. Est-ce qu'il espère que le dirigeant russe sera plus performant que ses propres alliés européens ? Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, je pense que le problème, il vient plutôt de Trump. C'est-à-dire que Trump lance des conflits et en espérant les résoudre. Et surtout lorsqu'il s'aperçoit que finalement il ne peut pas aller plus loin. Le problème vis-à-vis des sanctions, vis-à-vis de l'Iran, qui est le problème de Trump, c'est qu'en fait, même si un jour elles font tomber l'Iran, ce dont je doute, ce ne sera pas demain.
Ce ne sera pas dans une semaine et ce ne sera sans doute pas avant les prochaines élections. Donc maintenant, il a le choix. Soit il continue dans une politique qui n'ira nulle part, soit il essaye de s'en sortir avec les honneurs. Un peu comme il essaie de faire aujourd'hui avec la Corée du Nord. C'est-à-dire, on se dispute, on se réconcilie. Et pour s'en sortir avec la tête haute, eh bien, pourquoi pas demander à Vladimir Poutine de parler avec l'Iran, d'obtenir qu'ils redescendent leur production d'uranium enrichi, et puis signer un bel accord de paix 6 mois avant les élections américaines. Connaissant Trump, je ne serais pas étonné que l'année d'avant les élections, on ait un accord sur le nucléaire intermédiaire, un accord avec l'Iran, un accord avec la Corée du Nord, et qu'il apparaisse finalement comme il est apparu il y a 4 ans au moment de la campagne présidentielle précédente, comme le faiseur de paix. Il est arrivé sur un programme de paix, en gros, Donald Trump. Après, son état profond ne le lui a pas laissé, notamment ne lui a pas laissé se rapprocher de Vladimir Poutine. Depuis le rapport Muller, il a de nouveau un peu les mains libres. On a pu le voir d'ailleurs à Osaka. Mais malgré tout, il va bien être obligé de proposer quelque chose. Et connaissant, d'après ce que je vois du comportement de Trump, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais je ne serais pas étonné que l'année d'avant l'élection présidentielle, il y ait des accords de paix, de négociation avec toutes les puissances avec lesquelles il est en conflit jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même pas facile, hein. Cette tâche elle va s'avérer difficile parce que, voire impossible. Là, on a l'annonce de Téhéran qui concède avoir franchi la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichi. La limite avait été fixée en 2015 sur ce programme nucléaire. Ça va être quand même très compliqué, y compris pour Vladimir Poutine. Ou alors c'est une concession que l'Iran pourra faire. Je vous dis, Mohamed Javad Janif, qui est le ministre des Affaires étrangères, dit « Nous considérons qu'il s'agit de notre droit. Les Européens n'ont pas réussi à protéger nos intérêts. La République d'Iran continuera d'accroître son stock. » Ce que je veux dire, c'est que si jamais Trump veut trouver un accord avec l'Iran, il faudra bien que l'Iran fasse des concessions. Ils pourront en faire là-dessus. Il ne faut pas que Trump ne signera pas un accord si l'Iran ne fait pas une concession sur quelque chose. Ils peuvent faire une concession là-dessus, par exemple. Mais de toute manière, le problème fondamental, c'est que les États-Unis n'ont plus les moyens ni économiques ni militaires d'envahir l'Iran. En plus, l'Irak a dit qu'il refusait que ça vienne de chez eux. Donc ça suppose que les Américains refassent un débarquement sur les côtes iraniennes. Et l'Iran, c'est un gros morceau à croquer. Et en l'état, d'ailleurs, l'armée américaine est incapable de le faire. Est-ce qu'ils peuvent bombarder? Oui, ils peuvent bombarder, mais l'Iran a des S-300, donc il y aura 5, 6, 7, 8 avions peut-être américains qui vont tomber, donc on rendira les pilotes en place publique. Il y aura peut-être un F-35 qui va tomber, donc là, ça va détruire le modèle commercial En fait, ils sont limités. La seule chose qu'ils peuvent faire sans risque, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie en avril de l'année dernière, c'est de balancer des missiles. Bon, les missiles vous font gagner ni une guerre économique, ni une guerre militaire s'il n'y a pas une opération terrestre derrière. Donc en fait, ils ne peuvent rien faire. Trump, avec sa politique et surtout celle de Bolton, à mon avis, s'est mis dans une situation où maintenant, la seule chose qu'il peut faire, c'est reculer. Et pour qu'il recule, eh bien, comme lui, c'est pas du genre à perdre la face, eh bien, il faut qu'il arrive à présenter finalement sa reculade comme une victoire. Et ça, la Russie peut lui permettre de l'obtenir. N'oublions pas que la Russie a mis la Turquie et l'Iran à la table des négociations. Et puisqu'on parlait d'Osaka, ce qui ressort en fait de ce G20, c'est que la Russie est la nation qui parle à tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Ils parlent à la fois aux BRICS, ils parlent à la fois aux Saoudiens avec lesquels ils ont signé une reconduction de l'accord de production pétrolier. Ils parlent à Trump, ils parlent à Emmanuel Macron, ils parlent à Merkel. C'est ce qu'on avait observé d'ailleurs dans le cadre du conflit syrien, où finalement la Russie essaie de discuter avec tout le monde. On le voit là aujourd'hui, il y a une puissance qui, malgré sa relative faiblesse économique par rapport à la Chine ou aux États-Unis et même à l'Union européenne, arrive à être au cœur des débats, un peu comme à l'époque Saint-Louis l'était, vous voyez, entre le pape, l'empereur allemand, voilà, par la sagesse de sa diplomatie, par le professionnalisme de sa diplomatie, c'est la place de la Russie aujourd'hui. Pour vous, c'est la fin de l'isolement international qu'on avait connu après l'Ukraine et le Donbass? Alors, il a toujours été relatif. Et malgré les sanctions. Malgré les sanctions. Et alors, il a toujours été relatif, cet isolement international. Et là, pour le coup, effectivement, on a vu, c'était le moment poutinien, la conférence de Zaka. Et symboliquement, d'ailleurs, le retour au sein donc avec tous les pouvoirs de vote, notamment au sein du Conseil de l'Europe, eh bien, c'est la première fois qu'une sanction qui a été prise contre la Russie est annulée.
Donc c'est symbolique. Bon, ça remet la Russie à la merci de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui, à mon avis, est critiquable. Mais il y a une victoire symbolique et surtout, enfin, la démonstration est faite que... Alors, il reste quand même les sanctions. Et là, Poutine dit le pays a perdu depuis l'annonce des sanctions, c'était en 2014, ça fait 5 ans, a perdu 50 millions de dollars, de milliards de dollars, beaucoup moins finalement que l'Europe n'en a perdu. J'ai l'impression que ce n'est pas l'idée de relativiser les choses, parce que je regarde par exemple l'agence spatiale russe, vous connaissez certainement Roscosmos. Elle est plus capable de produire les GPS. GLONASS. Voilà, vous savez aussi mieux que moi, même, finalement. J'ai lu l'article. Voilà. Et que les sous-ensembles électroniques sont plus disponibles. Les sanctions, ça fonctionne contre la Russie. Et ça fonctionne. Alors ça fonctionne pas très bien. Sur la nature même des sanctions, si vous voulez, il faut voir pourquoi est-ce que l'Union européenne a perdu plus que la Russie. C'est que l'Union européenne a sanctionné sur ce qu'elle vendait, notamment les Mistral, et les Russes ont sanctionné sur ce qu'ils achetaient. Donc forcément, il va y avoir un déséquilibre. Et en plus, la Russie a utilisé ça pour développer on en a parlé sur votre chaîne, pour développer son domaine agricole, son agroalimentaire, et ça a marché. Mais il est vrai qu'il y a des domaines sur lesquels, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Le cas que vous citez, donc GLONASS, donc les satellites qui correspondent au GPS russe, en fait, c'est un cas qui est ancien, parce que dans les années 80, l'URSS s'aperçoit qu'elle est complètement dépassée par l'électronique, par l'informatique, que les États-Unis ont pris une avance qu'elle ne peut pas rattraper. C'est une des raisons aussi, c'est une prise de conscience que le système soviétique ne peut plus suivre technologiquement l'Occident. Et donc ce problème, il a existé à l'époque dans les années 80 et il continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Et malgré le fait que la Russie a de l'argent, qu'elle met de l'argent, si vous voulez, vous créez pas une industrie électronique. Alors elle arrive à fabriquer des microprocesseurs, il y a l'Elbrus, je crois notamment, mais ça reste une petite partie de ce qu'elle devrait être capable de produire pour être totalement autonome. Elle a compté sur la coopération avec la Corée du Sud et avec le Japon, mais visiblement il doit y avoir désormais pour remplacer les importations, mais je pense qu'il y a désormais une pression très forte des Américains vis-à-vis de ces deux pays, et de toute manière, le but de Vladimir Poutine, c'était pas ça, le but c'était de produire lui-même. On a eu le même problème avec les turbines, ce que nous on connaîtra avec la banque d'Alstom peut-être dans 10 ans, c'est-à-dire que on sera plus capable de produire des turbines, c'est des technologies extrêmement compliquées, et pour recréer cette capacité, il faut des dizaines d'années. On crée pas. Les Chinois essaient de créer des moteurs d'avion de chasse. Ça fait 30 ans qu'ils essayent. Ils n'y arrivent pas parce que vous passez pas de zéro à un moteur d'avion de chasse moderne comme ça. Il faut une tradition industrielle. Il faut des choses qui sont faciles à perdre et difficiles à construire. Et là, dans le domaine de l'électronique, alors la Russie a beaucoup d'argent, donc elle va pouvoir investir, mais quand est-ce que les résultats seront là, c'est dans ce domaine-là particulier, comme dans celui des turbines, par exemple, c'est difficile à dire. Donc les sanctions, ça fonctionne. Ça fonctionne dans certains domaines, oui. Voilà, il nous reste 1 minute. Alors, juste le temps de vous poser une question. Comme vous partagez souvent les points de vue les analyses du président Vladimir Poutine, je pense que vous aussi, vous considérez que le plus grand dirigeant contemporain mondial est Jacques Chirac. C'est la déclaration de Vladimir Poutine. Écoutez, je crois que Vladimir Poutine, je pense qu'en fait, l'époque de Jacques Chirac était une époque assez agréable dans la relation russo-française. C'est un peu le souvenir qu'en a Vladimir Poutine, et surtout Jacques Chirac connaissait la culture russe. Et c'est vrai que d'ailleurs, je me souviens, les télés françaises, il avait au moment du premier conflit en Tchétchénie, il disait que dans les maisons russes, on disait si tu n'es pas sage aux enfants, le méchant tchétchène va venir te manger tout cru. Donc il y avait une connaissance et une sincère affection de Chirac pour la Russie. Moi je partage pas sa passion. Je pense que il n'a pas tous les éléments en main. Oui, il n'a pas tous les éléments en main. Il comprend pas les sociétés occidentales. Et surtout, aussi loin que je me souvienne, Chirac a eu un Premier ministre alors qu'il n'avait pas choisi, qui était Lionel Jospin. Et ça a été. Moi, je suis arrivé en Russie à ce moment-là, et les relations étaient aussi épouvantables
puisqu'en gros, Lionel Jospin faisait sa politique étrangère en lisant Le Monde, hein, et était aussi épouvantable qu'elles le sont maintenant ou qu'elles l'ont été avec François Hollande. Ouais, mais maintenant, bon... Allez, je vais vous rassurer, il avait d'abord répondu avant Jacques Chirac, le tsar Pierre le Grand, empereur de toutes les Russies, de 1682 à 1725, et il est considéré comme le plus grand modernisateur de la Russie. Voilà, vous voilà sauvé. Merci Xavier Moreau.